cabinet RH para Connect. Alors, ce matin, le thème qui nous réunit, c'est effectivement gérer la diversité culturelle au sein des équipes. Ce contenu, malheureusement, ne sera pas partagé à la fin de cette session. J'espère que vous allez comprendre. Alors, nous avons également, j'ai mis en place un plan pour ce webinaire. Il s'agit de parler d'abord d'introduire le webinaire, de définir ce que c'est que la diversité culturelle, les avantages de la diversité culturelle, les enjeux et les défis, et finir effectivement avec les types de différences culturelles et l'intelligence culturelle. En introduction, ce qu'on peut dire, c'est que nos différences nous unissent si nous savons les écouter. Vous allez voir qu'en entreprise, en organisation, généralement sur le volet culturel, la dimension régionale, la dimension, même la dimension nationale, au niveau national même, nous avons au sein de certaines structures des équipes qui sont par exemple constituées de personnes qui ont de différents backgrounds, qui viennent de différentes régions du Mali, par exemple. Je prends juste le cas du Mali, ça peut être tout notre pays. Et au niveau régional aussi, vous avez par exemple des équipes constituées, ok, des collaborateurs qui viennent de différents pays, qui ont de différentes nationalités. Il faut juste mettre en tête, effectivement, euh, la provenance du collaborateur n'est pas un défi. Sa couleur ne présente pas un défi. Sa façon d'être n'est pas un défi. Il faut juste avoir ce professionnalisme pour pouvoir l'accepter et essayer de l'écouter, de l'accueillir et d'apprendre de lui. Donc, d'où le fait de dire, par exemple, nos différences nous unissent mieux que cela nous divise. Euh, Visualisons par exemple cette vidéo ensemble en termes d'équipe. Juste quelques secondes. Alors, j'espère que vous avez appris de cette vidéo. Ce qu'on a pris ici, on a effectivement vu l'exemple d'une équipe compacte. Là, c'est l'exemple typique d'une équipe à la différence d'un groupe. Le groupe est plus disparate. Il y a des étapes de constitution des équipes au sein des organisations et des entreprises. D'abord, les gens sont constitués en groupe. Une fois qu'ils sont recrutés, ils sont accueillis. Et à la phase d'intégration, d'accueil d'intégration, vous allez voir qu'ils sont un peu hésitants. Ils doutent, ils comprennent pas, ils sont un peu à côté. Donc, il faut de l'accompagnement. Et pendant un temps, d'abord, il y a d'abord le temps où les uns et les autres vont commencer à s'étudier. Il y a des frustrations, les gens ne veulent pas également être ensemble. Il faut tout un travail d'accompagnement pour pouvoir transformer le groupe en équipe. Alors, une fois que les hésitations vont se dissiper, par exemple, à la longue, avec un accompagnement, avec des tutorats, avec des mentorats, vous allez voir que l'équipe va commencer maintenant, les uns et les autres vont commencer à se faire confiance, à s'adonner à la tâche et à travailler en synergie. La plus grande différence entre la constitution d'un groupe et d'une équipe se trouve au niveau de la synergie. Il s'agit pour l'équipe de comprendre les dynamiques d'abord de l'équipe et de travailler en synergie en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Je le disais précédemment, c'est quoi une équipe? Une équipe, c'est effectivement un groupe de personnes qui travaillent en synergie pour l'atteinte d'un seul et unique objectif. Et pour que cela se fasse, il faut tout un travail et du leader d'abord, du chef d'équipe, pour pouvoir non seulement dégager les objectifs, accompagner et clarifier les attentes et travailler effectivement à solidifier les équipes, à les mettre ensemble afin qu'ils puissent bénéficier de la performance escomptée de l'équipe. Vous allez voir que quand les gens travaillent ensemble, en équipe,
ils ont cette idée de coopération et tout le monde bénéficie. Il y a des partages d'expériences, des partages de connaissances, de compétences. Il y a un soutien. Quand il y a un problème, il y a le soutien psychologique qui est là, il y a l'accompagnement qui est là. Et au niveau Mali, par exemple, il y a le social qui est là. Ils s'entraident, ils s'écoutent, ils partagent les événements sociaux. Il y a une cohésion sociale qui s'installe au sein de cette équipe. Là, c'est une équipe performante. Et cela également apporte la productivité, de la performance, et cela maximise effectivement la productivité au sein des organisations ou bien de l'entreprise. Et là, nous avons également parlé d'une règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? C'est qu'en matière de gestion des ressources humaines, effectivement, que ce soit le Coran, la Bible, ce qu'on entend, c'est que traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. C'est un excellent conseil. Nous l'approuvons effectivement. Alors, dans la gestion des équipes, ce qu'il est encore plus important à comprendre, c'est de traiter les autres comme ils souhaiteraient être traités. C'est extrêmement important. Cela dégage quoi? Cela enseigne quoi au niveau des leaders, par exemple, des pilotes? Cela les enseigne d'apprendre à comprendre les équipes, les dynamiques des équipes, d'apprendre à comprendre chaque membre de l'équipe. Quelles sont leurs dynamiques? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les démotive? Qu'est-ce qui se passe en eux? Et ça, c'est le rôle des chefs d'équipe, des leaders, de pouvoir détecter ces manquements au sein de leurs équipes ou encore les avantages au sein de ces équipes pour pouvoir créer en eux cette motivation, cette synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs. Quand on parle de la diversité culturelle, la culture, c'est quoi? Ce sont nos valeurs, nos mœurs, nos traditions, nos comportements. OK? La culture, c'est tout ce qui reste quand tout nous quitte. Ce qui reste quand on perd tout, par exemple. Ce sont effectivement notre comportement au sein d'un groupe, nos valeurs, ce qui nous définit, le degré d'acceptation, par exemple, des autres, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. C'est ça notre culture, c'est ce qui nous définit. Notre nom, notre prénom, notre région, notre pays. Donc, tout ceci rentre effectivement dans ce qui est nos traditions, nos mœurs, nos comportements, nos valeurs. Donc, la dimension culturelle prend en compte effectivement nos valeurs, nos traditions, nos comportements. Et quand on parle des équipes multiculturelles, par exemple, vous allez voir que ce sont des équipes qui proviennent des différents horizons. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, disait Édouard Herriot. Et il a tout à fait raison. Donc, quand tout nous quitte, ce qui reste, c'est effectivement ce qui nous définit, c'est notre identité culturelle. Parlons des avantages de la diversité culturelle. En termes d'avantages de la diversité culturelle, selon un proverbe africain, la diversité naît la richesse. Si vous voyez par exemple cette équipe, c'est une équipe qui est constituée d'individus de plusieurs nationalités. Ils sont unis ici par leurs compétences, par leurs mérites. Et la pluralité, maintenant, la diversité crée la richesse, crée l'innovation. Ça nous donne également plus de flexibilité à résoudre les problèmes. Et quand cette cohésion est créée à travers des équipes multinationales, vous allez voir qu'il y a de la productivité, il y a de l'engagement, il y a de la performance, il y a également de la victoire. Donc, il y a beaucoup plus de productivité, beaucoup plus de performance, OK, qui est né au sein, par exemple, de la diversité des équipes. Donc, je préconise effectivement que les équipes au niveau, quel qu'en soit le niveau des équipes, préconisons toujours des équipes multiculturelles, multidimensionnelles, mais accompagnons-les afin qu'ils puissent se développer, afin qu'ils puissent effectivement développer leur aura en eux et afin qu'ils puissent se surpasser. On ne peut que bénéficier de ces équipes-là. Alors, il y a effectivement des enjeux, il y a des défis dans la gestion de ces différents types d'équipes. Il y a des risques du malentendu. Et il y a effectivement le choc culturel. Parce que imaginez par exemple, vous faites amener euh, un Ghanéen au Mali, un Sud-Africain au Mali, un Australien au Mali, ok, en tant qu'expatrié, il est venu en train méconnu. Il est dans un environnement où il ne comprend pas Bambara, il ne comprend pas français, il ne comprend pas la culture, il ne sait pas quoi faire. Je prends juste un exemple de ces deux pays, par exemple, par expérience, puisque j'ai eu à beaucoup travailler avec ces nationalités-là. Alors,
Une fois que ces expatriés, par exemple, viennent dans un pays comme le Mali, vous allez voir qu'ils sont parfois déboussolés. Ils ne comprennent pas les choses. Il faudra les accompagner. C'est tout un travail abattu par la direction générale et la direction des ressources humaines pour que le collaborateur puisse s'adapter, puisse s'intégrer et puis puisse devenir productif. Donc, il y a effectivement le choc culturel qu'il faut comprendre. Il faut également comprendre la gestion des stéréotypes, des préjugés et des biais, l'appareil linguistique. Juste pour encore continuer sur l'exemple précédent que j'ai cité, c'est par exemple ces nationalités que je viens de citer précédemment ne parlent pas français, ne parlent pas bambara. Donc il y a forcément cette barrière linguistique. Et la barrière linguistique n'est pas seulement limitée au fait que la personne ne parle pas votre langue. Ah non, elle va au-delà. Imaginez par exemple sur une mine d'or, dans le sous-sol, où vous envoyez par exemple un Australien ou bien je prends l'exemple d'un Sud-Africain qui parle pas Bambara, vous l'envoyez dans une équipe malienne qui ne parle pas anglais, qui parle seulement par un niveau intermédiaire français et Bambara. Alors, cela va développer un risque. C'est un risque d'accident qui est là, parce qu'il y a un risque de malentendu. Donc, il peut vouloir dire partez à gauche et les autres partent à droite. Donc, il y a un risque de malentendu et qui va même en découler d'un risque d'accident, d'incident majeur. Donc, la barrière linguistique seulement, il faudra voir au-delà même de la barrière linguistique ce que cela peut créer en termes d'enjeux, en termes de défis de barrière linguistique. Il y a également les risques de décrochage silencieux et de mise au placard. Quand on parle de décrochage silencieux, c'est que, par exemple, vous allez voir qu'au sein des équipes, il y a, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, qui ne comprend pas la culture ni la langue, la personne est tout le temps isolée, elle est à côté. Parce qu'on parle la langue locale, on ne l'implique pas, on ne l'invite pas au fumoir, par exemple. C'est juste un exemple, hein, c'est pas un très bon exemple, mais euh, au thé, autour du café, vous allez voir que cette personne est mise à côté parce qu'elle ne comprend pas les dynamiques locales, elle ne comprend pas la langue qui est parlée par la nouvelle équipe dans laquelle qu'elle vient de rejoindre. Donc, elle se sent un peu mise à l'écart. Et plus cela va durer, plus il y aura effectivement un décrochage silencieux et plus la personne aura le sentiment d'être mise à côté. Elle n'est pas écoutée, ses opinions ne sont pas écoutées. On ne s'approche pas de lui. Au déjeuner, on ne mange pas avec lui. Au dîner, on ne mange pas avec lui. Il n'y a pas de barbecue avec lui. Il y a pas de sens. Il n'y a pas d'implication. Donc, cela est un risque. C'est un défi énorme dans la gestion des équipes multiculturelles. Autre défi, c'est la gestion des stéréotypes et des préjugés. On est d'accord qu'un préjugé est différent d'un stéréotype, en ce sens qu'un préjugé est une attitude négative envers une personne. OK? Donc, basé effectivement sur un stéréotype. C'est juste une opinion. Et parfois, on dit c'est émotionnel. Je donne juste l'exemple. Je ne veux pas travailler avec lui car il est trop vieux. Euh, les vieux également, des générations X, par exemple, ou encore les baby boomers qui sont déjà en retraite, ils vont dire, ah, OK, les jeunes là, ils sont pas fiables, hein, ils n'ont pas d'expérience. Donc, on tombe dans ça, on entend ça à longueur de journée dans les entreprises, dans les ateliers, on entend ça tout le temps. Donc, ce sont des préjugés auxquels il faut faire extrêmement attention en tant que leader, en tant que chef d'équipe. Il y a aussi les stéréotypes. Un stéréotype, c'est quoi? C'est une croyance généralisée euh, à propos d'un groupe de personnes. Par exemple, les idées préconçues, souvent des idées culturelles. Dire, par exemple, les Africains sont toujours en retard. OK? Alors, dire, généraliser ça ne saurait refléter la réalité, la vérité. Tous les Africains ne sont pas toujours en retard. Oui, certains, oui, ils le font, mais d'autres, d'autres ne le font pas. Alors, dire que les femmes ne savent pas conduire, généralement, par exemple, en circulation au Mali, dès qu'il y a quelque chose, on dit que ah, c'est une femme dans ce véhicule-là. Dès que ça passe, ça balance un peu, on dit oui, c'est une femme. Alors qu'il y a des femmes qui conduisent extrêmement très bien. Il y a des femmes coach, il y a des femmes formatrices. Vous voyez, il y a des femmes qui maîtrisent mieux le volant que certains hommes. Donc, il faut faire extrêmement attention dans la gestion des stéréotypes et aussi dans la gestion des préjugés par-ci, par-là. Euh,
En termes de préjugés également et de stéréotypes, j'ai beaucoup entendu ça. Mais jusque-là, par expérience sur les différents sites, partout où j'ai passé, je fais ce travail depuis que tu n'es pas venu, depuis que tu n'es pas venu au monde. Est-ce que tu veux m'apprendre mon travail? Depuis 10 ans, je fais ça. Depuis 15 ans, je fais ça. Donc, ce qui fait planer dans la tête de certaines personnes, de certains collaborateurs d'un certain âge, qu'on ne peut pas apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Moi, je pense que ce proverbe est obsolète. Il faut le mettre à jour. On peut bel et bien apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. L'exemple le plus atypique que je peux donner ici, c'est l'exemple des générations Z aujourd'hui, qui maîtrisent les outils informatiques, qui apprennent les collaborateurs d'un certain âge à manipuler ces appareils-là, à utiliser Teams, à utiliser Google Meet, à utiliser euh, Zoom, encore plus à utiliser Excel, PowerPoint, à exceller au travail. Vous voyez, donc vaut mieux mettre ces disparités de côté et toujours saisir ce qui nous grandit, ce qui nous unit, ce qui nous rend plus performants. Vous voyez, que de rester dans ça. Je faisais ça depuis que tu n'es pas né, depuis que tu n'es pas venu, tu m'apprends pas mon travail. Au contraire, essayons d'écouter, d'adopter une écoute active, d'être parfois attentif aux propos de nos coéquipiers. Donnez-leur la chance d'aller au bout de au fond de leurs idées, pour pouvoir explorer la beauté et la richesse de ce qu'ils veulent dire. Il y a également l'autre défi, c'est la gestion des biais, les biais inconscients au sein des équipes. Par exemple, le biais de similarité. Par exemple, un manager international pourra toujours dire que, OK, tous ceux qui viennent, par exemple, de l'Afrique du Sud, ils ont les meilleures idées. Voilà, ils ont les meilleures idées. Donc, il a tendance tout le temps à écouter seulement les collaborateurs de l'Afrique du Sud, ou encore des collaborateurs blancs qui ont étudié dans la même université, par exemple, qui ont tous quitté la France. Bon, on a tous étudié en France, hein, donc dès que ces idées sont bonnes, et on marginalise les idées des Maliens, les idées des Ghanéens, les idées des Ivoiriens, on les met de côté. Il y a aussi les biais d'affinité. Par exemple, ils ont invité systématiquement certains collègues à des réunions informelles, par exemple, pour déjeuner, dîner, en excluant volontairement d'autres. Cela également est un défi énorme à pouvoir gérer au sein des équipes multiculturelles. Il y a également le biais de la hiérarchie culturelle. Considérer que ne pas regarder un supérieur dans les yeux est un manque de respect. J'ai vu ça beaucoup de fois. Au Mali, notre éducation culturelle, chez nous, dans la plupart de nos contrées, on ne peut pas regarder nos aînés quand ils parlent dans les yeux. Mais je vous avoue que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste un signe de dédication, okay, de respect envers les aînés. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ça n'a rien à voir avec la cachotterie. Ça n'a rien à voir avec la monothéticité. Que et d'autres cultures, par exemple, peuvent prendre et considérer qu'effectivement, cette personne vous cache quelque chose ou encore elle n'est pas digne de confiance. Vous voyez? Il y a aussi le biais ethnocentrique, qui est le fait de penser que sa propre culture est la norme, est la meilleure des normes. Vous allez voir, les autres alliés vont dire que non, nous sommes les meilleurs. Tout ce que nous faisons, c'est ça, c'est comme ça. Voilà. Vous faites comme nous ou bien vous quittez. Imposer son mode de vie, son mode de travail John aux Lennon. autres. Vous voyez? Hein? Allô? Allô? Est-ce que vous me recevez? Non, continuez. C'est un participant qui avait enlevé son micro, il y avait du bruit. Je l'ai mis en mode mute. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, merci. Les types de différences culturelles, par exemple, auxquelles on peut assister, il y a par exemple la langue, il y a la religion, il y a les mœurs, il y a également la communication, elle peut être directe ou indirecte. Il y a le rapport au temps et au travail. Donc, il y a plusieurs types de différences culturelles à l'échelle internationale, même à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, sous-régionale ou encore internationale. Quand on parle de l'intelligence culturelle, de quoi parle-t-on? On parle effectivement de cette habilité à un collaborateur d'interagir efficacement dans un contexte multiculturel. Comme vous le savez aujourd'hui, les entreprises se régionalisent et s'internationalisent. Et, et on n'est plus dans ce cercle vicieux entre Maliens. On a maintenant, l'entreprise même n'a plus de limites géographiques. Les PMI, les PME, comme les grandes entreprises, tout le monde essaye maintenant de créer des partenariats à l'international.
Donc, il faut comprendre cette dynamique aujourd'hui et que la société nous impose, que le temps nous impose. Il faut prendre conscience. Il faut apprendre des nouvelles langues. Il faut aller à l'autre, découvrir l'autre. Il faut comprendre, il faut apprendre des nouvelles compétences. Il faut apprendre à s'adapter à ce contexte-là. Donc, il y a des études qui ont effectivement montré que les collaborateurs dotés d'une intelligence culturelle, ils font preuve d'empathie, de flexibilité et d'adaptation, et ils font également preuve de respect et de tolérance vis-à-vis des autres. Les évolutions de carrière de nos jours et les freins à l'avancement. Au sein de beaucoup d'équipes, j'ai plusieurs fois entendu ça. Et c'est effectivement la réalité. Il faut comprendre que les choses ont changé. Dans les années 80, on pouvait rapidement gravir les échelons et évoluer, progresser de façon verticale. Aujourd'hui, les organigrammes se sont réellement aplatis. Alors, il y a toujours ce souci. J'ai l'impression que je bouge pas, tout est freiné, ok? Ça ne bouge pas du tout. Ça fait 5 ans, je suis dans le même poste, ça fait 10 ans, ça ne bouge pas. Alors, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut comprendre cette dynamique-là aussi. La progression verticale devient de plus en plus difficile à avoir. Donc, il faut préconiser un esprit axé euh, progression, développement, croissance personnelle d'abord et croissance professionnelle. N'oublions pas que la croissance personnelle et la croissance professionnelle sont de pair, c'est toujours ensemble. Donc, euh, encouragez vos équipes à se former, à développer de nouvelles compétences lorsque réellement ils font face à ce blocage, à ces stagnations au sein des postes. Ils ont l'habitude, ils ont l'impression qu'ils ne bougent plus, que tout est juste stoppé, tout est arrêté. Et quand cela vous arrive, il faut adopter un esprit ouvert, un esprit basé sur la progression, le développement, la croissance personnelle et professionnelle. Vous allez voir que ça va marcher. Donc, soit vous évoluez verticalement, soit vous adoptez également la stratégie de la progression horizontale. J'ai souhaité partager avec vous certaines bonnes pratiques en entreprise comme en organisation. Les bonnes pratiques, c'est par exemple mettre en place au sein des organisations une politique de diversité et inclusion, ok, qui prend en compte le volet culture internationale. Et cela également nous permet de mieux gérer, mettre par exemple des dynamiques de dialogue social, ok, sur le volet sur le volet culturel pour pouvoir gérer et également anticiper sur les potentiels conflits culturels. Former également les équipes sur tout ce qui est la culture, sur toutes les formations interculturelles, la politique d'inclusion et d'appartenance, je l'avais dit, et également adopter, mettre en place des plans de pre-boarding, onboarding et des plans offboarding adaptés. Pre-boarding, c'est bien avant le premier jour, par exemple, du collaborateur au sein de l'entreprise. Et l'onboarding commence à partir du premier jour, effectivement, jusqu'à 6 mois. Ça dépend des catégories, ça dépend des profils, ok, qui, que vous allez accueillir chez vous. Et l'offboarding, ça veut dire le départ du collègue. Donc, l'expérience collaborateur, à son départ, ou même les départs doivent être humanisés. Les départs doivent être humanisés. Je prends juste un exemple. Vous prenez un expatrié, vous le faites quitter chez lui, de l'Afrique du Sud, par exemple, au Mali, pendant plus de 5 ans. Alors, son retour doit également être minutieusement préparé, réfléchi, pour qu'il ne puisse pas aller trouver qu'il n'y a rien là-bas derrière lui. Alors, on sait très bien que vivre à distance, c'est extrêmement difficile parfois, difficile en termes sociaux, difficile en termes de gestion des enfants, de la famille, des amis. Nous allons quitter tous ses amis et toute sa famille. C'est extrêmement difficile. Son retour doit être minutieusement préparé, d'où la nécessité de mettre en place également des plans off-boarding adaptés et des accompagnements pour la réinsertion de ce collaborateur qui a quitté son pays il y a plus de 5 ans. Alors, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est que la culture est un vecteur de partage d'expérience. C'est également qu'on doit toujours développer un esprit axé développement et la meilleure façon de travailler dans un univers aujourd'hui multiculturel. C'est effectivement adopter une culture d'inclusion forte est un vecteur de croissance. C'est aussi que là où euh, la culture reste
La culture est ce qui reste quand tout nous quitte. Quand on a tout perdu, quand on aurait tout perdu, la culture est celle qui reste. Les équipes multiculturelles sont des équipes plus performantes. Merci pour votre attention. Allô? Allô, oui. OK. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman, pour cette intervention, à la fois enrichissante et pleine d'exemples concrets. Donc, du coup, maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. S'il y a des participants qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou bien lever la main. On va vous donner la parole pour poser vos questions. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit très bien. Merci beaucoup, Monsieur Barra. Je me présente, je suis Mohamed Dante, je suis promoteur de Sido Consulting. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire cette session très enrichissante aujourd'hui. Et voilà, je vais peut-être attendre les questions, sinon je voulais juste faire une toute petite contribution aussi pour vraiment ajouter tout ce que vous venez de faire, qui est vraiment une présentation formidable et remplie vraiment de l'essor. Donc, pour ceux qui ont des questions ou des contributions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à participer à la session. Vous pouvez peut-être déjà fermer le PowerPoint pour qu'on se retrouve tous ensemble. Et puis après, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Et voilà, je vais peut-être aller avec la petite contribution que je voulais faire parce que ce thème, d'abord, pourquoi nous l'avons choisi? Parce qu'aujourd'hui, le besoin est là. Le besoin est là. Pourquoi? Quand on regarde l'environnement des affaires aujourd'hui, on verra que les entreprises sont vraiment dans le besoin de faire deux choses. Deux choses, c'est quoi? C'est d'innover, l'innovation, et puis le speed. Il faut faire vite. Donc, cela est nécessaire parce qu'on vit dans un environnement où le changement est vraiment vertigineux. Le cycle de vie des produits réduit chaque année davantage. Moi, je me rappelle quand on était à l'université, vous payez un Nokia 33, un 33 et puis après, vous l'avez pour 3 ans. C'était pas démodé. Après ça, vous avez un Sony Ericsson, vous l'avez 2 ans, 3 ans, sinon 4 ans, ce n'était pas démodé. Mais aujourd'hui, vous payez votre iPhone cette année, l'année prochaine, elle est démodée. Donc, pour pallier à cela, les entreprises sont dans le besoin d'innover constamment. Et cette innovation, elle doit être très rapide. D'où la nécessité d'avoir une équipe diversifiée. Et la diversité, voilà, comme M. Barra vient de l'expliquer, c'est vraiment nécessaire dans les équipes. Pourquoi? Parce que ça nous amène à constituer des équipes où les éléments ont des perspectives différentes. Et avec ces perspectives différentes il est facile d'innover quelque chose. Parce que si tout le monde voit les choses de la même manière que moi, eh bien, attends, si on veut changer la manière de faire les choses, ça va être très compliqué. Mais si on est 5 dans une équipe et chacun a une manière de voir la chose différente, et forcément, il est facile de changer la manière de faire les choses ou d'innover ou de faire quoi que ce soit en termes d'améliorer notre produit ou notre manière de travailler ou notre processus de travail et tout cela. Donc, la diversité, c'est pas juste avoir une équipe où ils sont juste en harmonie. Le climat de l'entreprise est bon, tout le monde est joyeux. Oui, c'est vrai, c'est une partie de cela. Mais pour qu'une entreprise soit vraiment efficiente, effective et très productive, la nécessité d'avoir des équipes productives, des équipes diversifiées aujourd'hui est incontournable. Et encore, merci beaucoup, Monsieur Barra, pour cette session et je pense que je vais pas trop longtemps retenir la parole. D'accord, Je vais merci beaucoup. ouvrir, voilà, aux questions ou autres contributions. Merci beaucoup.
Monsieur Maïga, Adama Maïga, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose, vous aviez enlevé votre micro. Bon, je pense que M. Barra a été tellement clair et tellement spécifique que voilà, les gens ont vraiment bien tout absorbé. Et on va peut-être vous passer le micro pour un dernier mot. J'ai une Et question. j'aimerais que vous vous présentez aussi votre entreprise et tout ce que vous faites parce que cette plateforme ou cette plateforme, c'est aussi pour faire la promotion des entreprises, de les exposer aussi. C'est vrai, c'est Sido qui organise ça, mais Sido ne fait pas tout. Et la manière de faire de Sido peut être différente de la manière de faire des autres. Donc, vraiment, c'est aussi une opportunité de présenter aussi votre entreprise et vous-même, puisque ces vidéos, ils sont là, on le fait en live et puis après, on va les mettre sur YouTube aussi. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Voilà, merci merci beaucoup. beaucoup, Mamadou. Ok. Mahamoud, oui, allez-y, Ah, allez-y, allez-y. oui, avant qu'on avance sur ça, j'ai une question. Vous avez parlé, lors de votre intervention, vous avez parlé de stéréotypes. Moi, je voulais savoir, ces stéréotypes-là, comment gérer les différences, en fait, sans tomber forcément dans les stéréotypes? Parce que des fois, les gens, ils disent ou font des choses pas consciemment, en fait. Tu ne te rends pas compte que ce que tu es en train de dire à la personne ou l'acte que tu poses envers la personne peut toucher la personne. Donc, comment gérer les différences là sans tomber dans les stéréotypes? Merci beaucoup, c'est une question extrêmement importante. Alors, mon expérience terrain, j'ai plusieurs fois eu à gérer des cas pratiques pareils, parce que j'ai toujours eu à gérer les équipes multiculturelles et multinationales. Ce que je faisais, c'est que dès que un membre tombe comme ça, dans des stéréotypes pareils, par exemple, dans les cas précis, j'ai toujours eu cette l'attitude de pouvoir approcher la personne individuellement. Comme vous le savez, il faut mieux accompagner les coéquipiers. Quand il y a des soucis comme ça, il faudra approcher la personne stratégiquement, la personne seule, ok, dans un endroit approprié pour pouvoir lui faire comprendre la dynamique culturelle locale. Faudra-t-il aussi comprendre ce que la personne a fait comme erreur? Il faut d'abord comprendre ça. Une fois que cela est compris, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des biais inconscients, comme on l'appelle en anglais unconscious bias. Les gens le font sans se rendre compte, effectivement. Or que ça peut heurter la sensibilité de l'autre. Vous voyez? Je prends juste un exemple. On peut dire par exemple, une personne qui ne salue pas au Mali, c'est une mauvaise personne. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'un Australien typique vous salue en le passant, hein. Il vous passe, même s'il est votre chef, même s'il est votre coéquipier. Il peut passer sans vous dire bonjour. Le même cas chez beaucoup d'autres pays. Alors, automatiquement, vous allez voir l'équipe locale ou malien va être, ah, il était bon, il y en a un. Lui, c'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont stéréotypé. Vous voyez, ils ont déjà une idée préconçue des personnes qui ne saluent pas en passant les gens, en passant devant les gens. Donc, il faudra d'abord comprendre. Et une fois que vous comprenez, vous pouvez sensibiliser. Je conseille beaucoup sur la sensibilisation, sur la formation au niveau des entreprises et des organisations. Il faudra que la DRH également puisse mettre en place des formations en gestion management interculturel. Depuis l'accueil, depuis la phase onboarding, il faudra intégrer ce volet dans l'accueil et l'intégration des collaborateurs pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont quitté un pays et ils sont venus dans un autre environnement. Ils doivent apprendre les dynamiques pour pouvoir s'aligner, s'adapter avec le contexte culturel local. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser? Des questions, des contributions, du vécu. Questions, contributions, tout ce que vous voulez.
La petite contribution que moi je peux faire, quand on parle de diversité aussi, vous avez, M. Barra a présenté, dans sa présentation, a parlé aussi d'un point, le côté, c'est vrai, culture. Et moi, je me rappelle, c'était vers les 2014, quand j'étais au Japon, j'ai commencé à travailler dans une boîte comme consultant. Et quand je suis arrivé, au fait, la diversité, pour que ça soit en harmonie, il faut d'abord une compréhension de la culture de ce pays d'abord, et puis la culture de cette entreprise. Et moi, quand je suis arrivé, voilà, j'ai commencé mon travail. Après un mois, 2 mois, au deuxième mois, je commençais déjà à faire des projets. On m'a mis sur les projets. Et c'est vrai, dans tout pays, quand on est sur un projet, on doit faire un rapport régulièrement. Mais chez les Japonais, c'est beaucoup plus assidu. Ils ont un truc qui s'appelle Horenso. Et le Horenso, c'est quoi? C'est comment régulièrement, à tout moment, tu dois faire un rapport, pas seulement à ton supérieur, mais aux stakeholders, à tous ceux qui sont impliqués au projet. Et cela, moi, je ne l'avais pas compris parce que ce n'était pas ma manière de faire le travail et tout ça. Donc, je commence les projets et chaque 3 jours ou 2 jours, j'ai mon patron qui vient, il me demande, oui, Dante, tu es à quel niveau au projet sur ce document-là? Tu n'as pas fini? J'ai dit, non, non, je n'ai pas fini. Le deadline, c'est la semaine prochaine. Il dit, oui, oui, mais je ne sais pas, tu es à quel niveau et tout ça. J'ai dit, non, je suis à ce niveau. 2 jours après, il revient. 3 jours après, il revient. Et un autre stakeholder me dit, Dante, tu sais que tout va bien avec le projet. Explique-moi, tu es à quel niveau? Donc, moi, j'ai commencé à avoir des frustrations par rapport à cela. Parce que je me dis que, mais pourquoi ces gars, ils m'ont embauché, ils me donnent tout cet argent et ils n'ont pas confiance en moi, ils me donnent quelque chose à faire, et ils sont là, ils doutent. Alors que ce n'est pas le doute. Moi, je n'avais pas encore eu le temps d'apprendre la culture japonaise et la culture de cette entreprise. Et le Horenso, c'est au cœur de tout ce que cette entreprise fait. C'est une entreprise de plus de 400 personnes. Et ce qui m'a ébahi une fois, j'étais assistant du CEO de l'entreprise pour un projet qu'on était en train de faire en Inde. Et c'était le CEO qui était le tête de projet qui faisait la plupart des rencontres. Et ce CEO me faisait le rapport chaque 2 jours. Donc, quand moi, je ne sais pas ça, et quand cela se passe autour de moi, avec ce manque d'information, je me dis, non, ils sont racistes. Non, ils n'ont pas confiance en moi. Non, ils sont comme ci. Non, ils sont comme là. Alors que ce préalable n'a pas été fait. Et ce préalable n'avait pas été fait parce que moi, j'avais déjà fait quelques projets au Japon. Donc, il s'était dit que non, il connaît déjà comment nous travaillons. Alors que je faisais ça comme freelancer, one-man show. Donc, maintenant que j'ai rejoint une équipe et je travaille avec eux, il fallait que j'apprenne ça. Sinon, au début, c'était très frustrant pour moi. Donc, cette culture doit être bien enseignée, elle doit être aussi une culture vraiment ouverte et reçue par tout le monde. Voilà un peu un fait que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Et si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va donner le micro à M. Barra de dire son dernier mot pour clôturer cette session aujourd'hui. Merci à vous, M. Barra. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage, c'est extrêmement enrichissant, Monsieur Dante. Cela également me réconforte dans ma position de dire, par exemple, s'il y a les DRH qui sont en ligne, qu'effectivement, ce volet accueil, intégration est extrêmement important. Les entreprises anglo-saxonnes travaillent beaucoup dessus. Je ne sais pas pour les entreprises encore francophones ou bien françaises. Le volet accueil intégration, le volet pré-boarding, le volet onboarding, ce sont des volets qui prennent en compte non seulement la dimension culturelle, la culture d'entreprise, mais cela permet effectivement de fidéliser les collaborateurs dès le début. Donc, il faudra, chaque fois que vous avez des équipes à dimension multiculturelle, de pouvoir insérer dans ce programme d'induction, de formation, d'accueil intégration, la formation sur le management interculturel. C'est extrêmement
recommandé. Et ça permet d'avoir la productivité, de l'engagement déjà, et ça permet aussi de fidéliser les collaborateurs dès leur arrivée. Merci beaucoup. Merci également de me donner l'occasion de pouvoir de me présenter. Je suis Yacouba Suleiman. J'ai plus de bientôt 7 ans d'expérience en gestion des ressources humaines. J'ai un master 2 que j'ai eu à l'école ESCT. C'est de Torokorobougou, ex-CERCO. Alors, j'ai également une maîtrise en anglais unilingue, de la Flash, depuis 2012. Ok, c'est l'année d'obtention, sinon depuis 2008. Ensuite, BaraConnect, l'idée de BaraConnect est venue récemment, l'année dernière, en juin 2023. Bara, c'est le nom juste de mon village, hein, c'est le nom de mon village, je suis de Bara. Et Bara, c'est à peu près à quelques 75-80 km de Gao, la région est Gao, au nord du Mali. Alors, BaraConnect, c'est un cabinet de formation, coaching et du mentorat. Nous sommes une équipe très jeune, dynamique. Nos services sont la formation, le coaching, le placement, conseil RH et l'employabilité. Nous avons également des formations sur l'anglais des affaires, le leadership organisationnel, la santé et sécurité au travail, pour avoir beaucoup travaillé dans le secteur des mines. Donc, nous offrons également des formations en santé et sécurité au travail, traduction, interprétation, marketing digital, gestion des stocks, gestion opérationnelle des ressources humaines, gestion stratégique RH, gestion de la paie, gestion de la rémunération et des avantages sociaux. Le logiciel Sage Pay également, on fait des formations dessus, Sage Compta, la fiscalité des entreprises, la passation des marchés publics et l'informatique. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, nous sommes là, nous sommes à Kalabanko, Koulbleni, et nous serons heureux effectivement d'accompagner tous ceux qui désirent être formés sur nos différents modules. Je vous remercie. Et encore une fois, merci à Sido Consulting pour m'avoir donné l'opportunité de présenter un thème si précieux que le thème sur la diversité culturelle. Merci, je vous retourne la parole. Merci beaucoup, M. Bara. Merci infiniment. Et Fatim, je vous laisse faire la clôture. Ok, ben, vraiment, merci beaucoup à tout le monde pour la participation. Pour ceux qui sont là, qui ne sont pas encore sur notre groupe WhatsApp Café RH, je vais envoyer un numéro. Fatim, tu peux mettre le numéro de Ousmane sur le chat. Vous pouvez contacter ce numéro et il va vous ajouter sur le groupe. Chaque mois, nous choisissons un thème et nous appelons un expert pour que cet expert vienne vraiment parler de ce sujet-là, nous donner des informations, faciliter une session par rapport à ça. Et aussi, bien sûr, nous montrer un peu c'est quoi ses talents, c'est quoi son entreprise et qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour ce pays au Mali. Parce que à Sido Consulting, nous, ce que nous avons compris, c'est vraiment, il faut une communication beaucoup plus large par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui au Mali comme consulting et comme formation. Et cela, Sido, en tant qu'entreprise, ne peut pas le faire seul. Donc, nous faisons appel aux autres entreprises pour qu'ils viennent et puis, voilà, les exposer aussi comme on peut pour qu'ensemble, nous puissions vraiment ajouter de la valeur dans ce que nous sommes en train de faire au Mali aujourd'hui. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est les gens sont dans des problèmes, dans des difficultés. Ils ont une idée imaginaire de qu'est-ce qui est le problème, mais le problème souvent, la plupart du temps, ce n'est pas ça. Ils ont ce besoin d'un consultant qui vient, qui fait un diagnostic et qui retrouve le problème et qui le résout. Mais les imaginations sont là pour se dire non, 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 je peux le faire moi-même, c'est dans ma boîte et tout ça. C'est aussi pour vraiment faire une communication par rapport à cela. Et voilà un peu l'idée pour laquelle nous avons ce café RH. Merci aussi d'informer les gens autour de vous qui ont besoin de formations gratuites, voilà, qui veulent se former et s'informer. Oui, Monsieur Yahya, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour. Bonjour. Désolé pour avoir levé la main tardivement. Je n'étais pas près du téléphone, c'est pour cela. Merci à vous pour l'opportunité pour cette, on va dire, webinaire. Merci au présentateur pour la clarité de sa présentation. J'avoue que
moi, à travers cette présentation, j'ai beaucoup plus appris dans tout ce qui est diversité culturelle, même si certes, j'ai eu précédemment au niveau de ma formation des notions là-dessus. Je tiens tout juste à dire que c'est un aspect, c'est un sujet d'actualité. Certes, au Mali, on n'est pas beaucoup plus confronté à cette diversité culturelle dans toutes les entreprises, sauf dans celles qui sont on va dire, internationales, comme les structures minières, les entreprises internationales et tout. Moi qui ai eu la chance de bosser à la fois au Mali, maintenant à travers mes études en France, j'ai eu à côtoyer pas mal de nationalités différentes. J'ai dit que ce sujet, cet aspect, il est réel. Il est réel, mais il suffit d'être dans ce milieu pour pouvoir l'apprendre. Moi, je vais juste donner un exemple palpable. Nous, par exemple, on a été dans une entreprise où, par exemple, le présentateur il a eu à le dire, pour un Australien ou pour un Français ou pour un Américain, ton manager lui-même, il peut venir, il ne te salue pas. Ça fait une semaine, vous ne le voyez pas. Il vient, il revient des vacances, il ne te salue pas. Il fait mine comme s'il ne te connaît pas. Pour toi, un Malien ou un Burkinabé, c'est frustrant. C'est un manque de respect. Tout. Il vient, il ne me voit pas, il ne me salue pas. Moi aussi, je décide de ne le saluer plus durant des mois. Donc, du coup, moi, je me dis que c'est culturel, c'est une diversité. Maintenant, il faudrait que les managers, et à leur niveau, puissent savoir connaître la culture, pas de toute l'équipe, mais en gros, avoir une notion de cette interculturalité pour ne pas frustrer certains membres des équipes. Je vais donner un autre exemple simple. Moi, j'ai une collègue qui est malienne, qui est mariée. En entreprise, par exemple, les Blancs, lorsqu'ils viennent, des fois, ils se font la bise au niveau des os. Mais pour une Malienne de culture musulmane, ça ne se fait pas. Elle refuse. Automatiquement, on l'a blacklistée, par exemple, dû à sa religion, dû à sa culture. Donc, c'est juste pour dire que c'est un fait qui se trouve dans ce monde-là, dans ce monde du travail et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, à mon niveau, moi, je pense qu'il faudra plus former nos équipes dans tout ce qui est aspect interculturel, dans tout ce qui est aspect management d'équipe. Parce que c'est au manager, au leader de donner comment de donner le coup d'envoi, de sensibiliser, de former, de conseiller leur équipe en mettant en place des outils de formation ou de sensibilisation de ces équipiers. Parce que de nos jours, il y a pas mal de notions, il y a pas mal de formations qui sont mises en place pour former les leaders d'abord à ce qu'ils apprennent ce que c'est l'interculturalité. Parce qu'on n'est pas tous issus du même pays, de la même nationalité, de la même culture. Donc, sensibiliser, d'abord former les leaders pour faciliter l'intégration à ceux qui ne sont pas de la même culture que nous. Parce qu'un collègue qui vient d'un autre pays, il a beau avoir le nombre d'expériences qu'il faut, il a beau avoir les diplômes Master 5, 6, 7, 8 qu'il a, s'il ne se sent pas intégré, s'il n'a pas en appartient, s'il ne se sent pas considéré avec l'équipe, ce besoin d'appartenance, s'il n'a pas ça, il ne sera jamais au top. Donc, côté productivité, ça ne va pas le faire, ça ne va pas donner. Donc, il faudrait qu'au Mali, on puisse mettre bouchon double sur ces côtés interculturalité parce que, comme le présentateur a eu à le dire, de nos jours, toutes les grandes entreprises sont tournées à l'internationalisation. Parce que de nos jours, une entreprise, pour qu'il y ait des millions de chiffres d'affaires, il ne faut pas qu'il soit sur un seul marché. Il faudrait que tu puisses être au Mali, au Burkina, dans un autre continent et tout. Donc là, tu seras forcément obligé d'appeler d'autres personnes qui ne sont pas de la même culture que toi, qui ne sont pas de la même religion que toi et qui n'ont pas la même façon de faire les choses que toi. Donc, il faudrait que nous, à notre niveau, qu'il y ait des outils de formation comme ces webinaires pour sensibiliser d'abord les leaders, les managers, parce que c'est eux qui doivent donner l'exemple. Ensuite, les autres collègues, afin d'avoir cette notion, cette compréhension du fait qu'on n'est pas de la même, on n'est pas des mêmes, on n'est pas de la même, on n'est pas des mêmes horizons, on n'est pas de la même culture, de la même religion et tout. Donc, c'était cette contribution que je souhaiterais faire à ce webinaire et je vous remercie pour l'opportunité. Moi, perso, j'ai l'habitude de suivre les webinaires mis en place par Bara Connect et tout, mais c'est ma première fois d'être avec si, je ne sais pas si je le prononce bien, Sido. C'est Sido, non? Oui, c'est Sido. Oui, effectivement, C'est c'est Sido. Sido Consulting. Donc, merci à vous aussi pour cette occasion, cette opportunité. Donc, c'était la contribution qu'ils avaient à faire.
Merci beaucoup, Monsieur Yahia. Et voilà, je pense que c'est à la dernière minute qu'on vient de recevoir une multitude de personnes. Et malheureusement, nous tournons un peu vers la fin de ce webinaire. Et j'ai encore remis le numéro sur le groupe pour ceux qui ne sont pas sur notre groupe WhatsApp. À travers ce numéro, vous pouvez nous rejoindre. Et puis après, ces sessions, nous le faisons une fois le mois. C'est gratuit et c'est aussi pour inviter les leaders, les preneurs des décisions, les responsables des ressources humaines pour qu'ils viennent voir un peu tout ce que nous avons au Mali. Parce que les gens ont des réseaux vraiment limités. Il y a beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on a Bara, demain, on a une autre entreprise. Et puis voilà, quoi. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je ne sais pas si on doit repasser le micro à M. Barakonek pour juste 2 minutes de faire un brush-up de ce qu'il vient de partager avec nous, parce qu'il va être, voilà, pour faire la clôture. Et pour, ouais, allez-y, M. Barra, si vous le souhaitez, hein, je ne veux pas vous imposer ça. Je pense qu'on a, en termes de résumé, on dirait juste on a parlé de la dimension culturelle du volet des équipes aujourd'hui. Votre voix est un peu plus loin Ah, du micro, je pense. maintenant, Ah non, pas encore. allô? Oui, on vous reçoit, mais le son est très bas. Ouais, de mon côté, ça va. Je n'ai pas changé quelque chose sur le Non, c'est bon PC. maintenant. C'est bon C'est maintenant. bon? Oui, merci. La voix, elle est bonne maintenant. Je vous dis. Ah, c'est reparti. Alors, est-ce que vous me recevez? Je pense que je vais Maintenant, maintenant c'est bon. Maintenant, Maintenant, c'est c'est bon. bon? Oui. Alors, je disais tantôt qu'on a parlé de la gestion, ok, de la gestion du volet multiculturel, de la dimension multiculturelle des équipes. On a également parlé des défis, des enjeux. Les enjeux majeurs, c'est par exemple, vous faites amener un expatrié au Mali qui ne comprend pas la culture malienne, qui ne sait pas s'il faut saluer les gens le matin, arriver au bureau, qui ne sait pas s'il y a des gens qui vont accepter de prendre sa main, il y a d'autres qui vont refuser ça, de prendre sa main. Il doit comprendre cela, que cela est une dimension culturelle normale au Mali. Et d'autres vont prendre ça pour pouvoir marginaliser, mettre au placard certains, et ça peut même créer des burn-out, ça peut même créer, certains vont aller jusqu'à la dimension, à la démission, parce qu'ils ne se sentent plus inclus au sein des équipes. Il y a également ce on a appelé ici les unconscious bias, les biais inconscients. On a parlé des stéréotypes, on a parlé des préjugés, on a parlé du fait que certains managers pensent que ceux qui sont blancs, ils ont les meilleures idées. Ceux qui sont du Ghana, ils ont les meilleures idées. Ceux qui sont du Mali ont les meilleures idées. Ou encore, il y a des managers qui pensent que quand on est Dogon, on réfléchit lentement. Quand on est Peul ou Sorail, on réfléchit, on est les meilleurs. Donc, ce sont des préjugés, ce sont des idées préconçues chez les gens qu'il faudra travailler à pouvoir faire comprendre à tout le monde que chacun de nous a quelque chose à partager. Chacun de nous est riche de façon, et dans son unicité, dans sa simplicité, dans sa personnalité. Et on a tous à gagner parce qu'on a, comme le proverbe africain le dit, de la diversité crée la richesse. Donc, apprenons d'abord à connaître la dimension culturelle, apprenons à connaître l'autre, ne pas rester tout le temps bloqué derrière sa propre culture, dans ce vicieux entre nous seulement. On a également dit que les équipes diversifiées sont des équipes plus performantes et plus productives. Donc, je pense que c'est ainsi que je pourrais ramasser un peu. Si vous voulez également me compléter, je serais heureux de pouvoir vous écouter pour pouvoir continuer à clarifier la lanterne de ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien résumé tout ce que nous venons de faire. Et nous allons procéder à la clôture de la session maintenant. Et le numéro est là, les contacts sont là pour voilà, ceux qui voient les gens autour d'eux qui sont dans le besoin pour des formations, se former. N'hésitez pas à rejoindre le groupe et à participer à nos formations mensuelles. Encore un grand merci à tout le monde. Et pour le mois prochain, les informations seront passées sur notre page Facebook et puis sur le groupe WhatsApp que nous avons créé.
Monsieur Diko Ousmane vous contactera avec les informations nécessaires. Encore, merci beaucoup à tout le monde et au mois prochain. Allez, au Merci. revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.